À 4 heures du matin, 57 camions se présentent. Sous des sacs d'aide humanitaire, un arsenal colossal est découvert. Fusils, grenades, roquettes, missiles pour plus de 700 millions de dollars. Que signifie pour vous la décision d'Ibrahim Traoré ? L'interception n'est pas un fait divers, elle révèle des failles frontalières, une synchronisation trop parfaite et une opération pensée pour éviter les radars. À Ouagadougou, l'alerte remonte en temps réel, et l'État comprend qu'il ne s'agit pas seulement d'arrêter un convoi, mais d'empêcher une déstabilisation politique planifiée. Ce matin-là, tout bascule. Cette histoire promet une chose claire, comprendre pourquoi une seule nuit peut redéfinir la souveraineté d'un État. Pour le Burkina Faso, l'enjeu dépasse la saisie d'armes. Il touche à la capacité de décider sans tuteur, sans délai, sans angle mort. Derrière les chiffres et les convois se joue une question simple. Un pays peut-il encore contrôler ce qui entre sur son territoire ? L'interception des camions agit comme un révélateur. Elle expose des failles techniques, mais aussi des dépendances politiques héritées de longues années de coopération sécuritaire incomplète. En filigrane, elle pose un dilemme stratégique, renforcer l'autonomie au risque de l'isolement ou maintenir des équilibres extérieurs au prix d'une vulnérabilité persistante. Ibrahim Traoré se retrouve ainsi au centre d'un choix qui engage bien plus que son mandat. Ce choix concerne la crédibilité de l'État, la confiance des citoyens et la lecture régionale de la stabilité sahélienne. Ce que cette enquête va montrer, étape par étape, c'est comment un incident frontalier devient un test national, puis un signal géopolitique observé bien au-delà des frontières burkinabées. En moins de 20 minutes, 57 camions sont immobilisés et un chiffre change l'échelle. Plus de 700 millions de dollars d'armes dissimulées sous de l'aide humanitaire. Cette valeur, inhabituelle pour une saisie frontalière au Burkina Faso, indique immédiatement que l'événement dépasse un simple trafic local. Pour comprendre ce qui se joue, il faut replacer l'interception dans son contexte opérationnel. Les camions ne viennent pas d'un seul point. Ils convergent vers Kwametame, vers la frontière togolaise selon des itinéraires distincts choisis pour éviter les contrôles classiques. Les horaires sont synchronisés, les phares éteints, les marges de manœuvre calculées. Ce type de coordination suggère une planification centralisée avec une connaissance précise des routines sécuritaires. Dès l'ouverture des premiers sacs, les enquêteurs identifient des armes neuves, conditionnées en série, incompatibles avec un approvisionnement artisanal. À Ouagadougou, l'information remonte en temps réel. Ibrahim Traoré ordonne une sécurisation maximale de la zone et la préservation intégrale des preuves. Chaque numéro de série est relevé, chaque conducteur interrogé. Rapidement, un autre élément s'impose, les armes ne sont pas produites localement, certaines proviennent de stocks libyens post-2011, d'autres de circuits liés au Moyen-Orient, et plusieurs portent des marques d'usines européennes. Ce faisceau d'indices requalifie l'affaire en opération transnationale. Le contexte régional accentue encore la portée de la découverte. Dans le Sahel, les saisies d'armes se comptent habituellement en dizaines, rarement en milliers. Ici, les volumes sont suffisants pour équiper plusieurs brigades. L'écart entre la norme et ce qui est découvert crée une rupture analytique. Il ne s'agit plus d'une faille ponctuelle, mais d'une tentative structurée de modifier l'équilibre sécuritaire interne. À ce stade, une question s'ouvre. Si ces camions avaient franchi la frontière sans être détectés, quel scénario aurait suivi et pour qui ce stock était-il réellement destiné ? Au cœur de cette nuit décisive, un nom émerge comme point d'ancrage opérationnel. Le capitaine Moussa Kaboré, chef des gardes-frontières dans la région concernée, il connaît chaque piste secondaire, chaque anomalie de circulation, chaque variation inhabituelle dans les flux nocturnes. Ce savoir empirique explique pourquoi l'alerte n'a pas été ignorée. Des camions sans phare, à des heures atypiques, avançant selon une synchronisation trop parfaite pour être fortuite, constituent le premier signal faible. Sous son commandement, un dispositif réduit mais précis est déployé. 15 hommes, 2 véhicules blindés légers et un drone de surveillance. Rien d'une opération massive, mais une intervention calibrée pour bloquer sans provoquer d'affrontement. En moins de 20 minutes, la nasse se referme.
Les routes secondaires sont verrouillées, les marges de fuite neutralisées. Lorsque le premier conteneur est ouvert, l'échelle de la menace devient tangible, l'impact immédiat est double. Sur le terrain, la priorité est la maîtrise du risque. Sécuriser les chauffeurs, éviter toute escalade, préserver les preuves. Au niveau institutionnel, les services de renseignement sont redirigés et la présidence est informée sans délai. Cette chaîne de réaction rapide limite l'incertitude et empêche la dispersion de l'information critique. Ce moment transforme un contrôle frontalier en crise nationale maîtrisée. Il révèle aussi un contraste saisissant. Une opération sophistiquée, conçue sur plusieurs mois, stoppée par une lecture fine du terrain et une décision rapide. Ce contraste pose un enjeu central. La vigilance humaine peut-elle compenser des failles structurelles plus larges ? Avant cette nuit-là, la frontière suivait une routine prévisible. Les contrôles étaient espacés, les itinéraires connus, les créneaux nocturnes moins surveillés. Puis vient l'élément déclencheur. Plusieurs signalements faibles, dispersés, mais concordants. Des chauffeurs inhabituels, des plaques peu cohérentes, une synchronisation horaire qui ne correspond à aucun flux commercial normal. Ce sont ces détails cumulés qui enclenchent l'alerte initiale, sans certitude encore sur l'ampleur réelle de ce qui approche. Le basculement s'opère lorsque les camions convergent presque simultanément vers la zone frontalière. À partir de ce moment, la temporalité se resserre. Les décisions doivent être prises sans délai, avec des informations incomplètes. Le dispositif est déclenché, les routes secondaires sont coupées, et les équipes se positionnent pour empêcher toute dispersion. L'objectif n'est pas l'interpellation spectaculaire, mais l'immobilisation totale. En quelques minutes, le convoi est figé, pris dans un périmètre fermé où chaque mouvement est contrôlé. Le point culminant survient à l'ouverture des premières cargaisons. Sous les sacs de farine et de lait en poudre, les armes apparaissent par couches successives. Fusils d'assaut, grenades, roquettes. Chaque caisse ouverte confirme que l'opération dépasse de loin un trafic opportuniste. À ce stade, l'échelle change définitivement. Ce n'est plus une saisie, mais un coup d'arrêt porté à une logistique militaire complète, prête à être déployée. L'effet psychologique est immédiat sur le terrain. La gravité de la situation impose une discipline stricte et une documentation méticuleuse. À Ouagadougou, la séquence se prolonge par des décisions centrales. Informé en temps réel, Ibrahim Traoré ordonne le renforcement de la zone et l'arrivée d'experts militaires. Les consignes sont précises, aucune arme ne doit quitter le site sans inventaire, aucun numéro de série ne doit échapper à l'analyse. Cette phase marque la transition entre l'urgence tactique et l'enquête stratégique. Le temps n'est plus seulement celui de l'interception, mais celui de la compréhension. Les heures suivantes constituent dans les premières répliques. Les services de renseignement élargissent le périmètre d'analyse, retraçant les itinéraires, les points de départ et les relais logistiques. Les chauffeurs sont interrogés séparément, révélant des consignes similaires reçues depuis différents points géographiques. Cette homogénéité renforce l'hypothèse d'une coordination centrale. En parallèle, les premières vérifications de provenance des armes montrent qu'elles ne correspondent à aucun stock régional connu. Enfin viennent les conséquences immédiates, les frontières sont placées sous surveillance renforcée, les procédures de contrôle réévaluées et les partenaires régionaux alertés. L'événement cesse d'être nocturne. Il devient public, politique et stratégique. Ce qui avait commencé comme une anomalie locale se transforme en onde de choc national, puis régional. La question n'est plus de savoir comment le convoi a été arrêté, mais ce que son existence révèle sur les vulnérabilités passées et les menaces à venir. Habituellement, une saisie frontalière au Burkina Faso se limite à quelques dizaines d'armes, parfois une centaine au maximum. Cette nuit-là, le passage entre la situation habituelle et ce qui est découvert cette nuit-là est brutal. Des volumes suffisants pour équiper plusieurs brigades entières, changeant instantanément l'évaluation de la menace. Le premier indicateur chiffré concerne la masse globale de l'arsenal intercepté. Les experts militaires, après inventaire progressif, estiment la valeur à plus de 700 millions de dollars. Pour donner un ordre de grandeur, ce montant dépasse largement les budgets annuels consacrés aux saisies d'armes sur plusieurs années cumulées. Ce chiffre ne décrit pas seulement une valeur financière. Il indique une capacité opérationnelle projetée, prête à être activée en un temps court. En d'autres termes, il ne s'agit pas de stock dormant,
mais d'un potentiel immédiatement mobilisable. Le deuxième indicateur porte sur les volumes d'armes légères. L'inventaire révèle environ 25 000 fusils de type AK-47, dont une part significative porte des numéros de série liés au stock libyen postérieur à 2011. Dans le contexte burkinabé, où les saisies antérieures se comptaient en unités ou en dizaines, ce saut quantitatif constitue une rupture nette. Cette quantité suffit à armer plusieurs formations structurées, ce qui suggère un objectif bien plus large qu'un simple soutien ponctuel à des groupes armés isolés. Le troisième indicateur, le plus stratégique, concerne la présence d'environ 400 missiles antiaériens. Ce type d'armement n'est pas destiné au contrôle territorial de proximité, mais à la neutralisation de capacités clés, notamment aériennes. Leur inclusion dans le convoi modifie radicalement l'interprétation de l'opération. Elle indique une intention de dégradation systémique des capacités de défense, et non une simple pression sécuritaire locale. Certains de ces missiles étaient encore dans leur conditionnement d'origine, confirmant leur disponibilité immédiate. Ces trois chiffres, pris ensemble, dessinent une architecture cohérente. Ils montrent un passage d'une menace diffuse à une capacité structurée, financée et planifiée. Les analyses des numéros de série renforcent cette lecture. Plusieurs renvoient à des bases de données internationales déjà associées à des conflits transnationaux, ce qui exclut l'hypothèse d'un assemblage opportuniste. Les flux financiers, retracés en parallèle, confirment des circuits complexes passant par plusieurs juridictions, incompatibles avec une logistique improvisée. À ce stade, Ibrahim Traoré dispose d'un tableau chiffré qui change la nature de la décision politique. Il ne s'agit plus d'expliquer une saisie exceptionnelle, mais de répondre à la question suivante. Comment un tel volume a-t-il pu approcher la frontière sans déclencher plutôt d'alerte systémique ? Le delta observé ne révèle pas seulement l'ampleur du complot, il met en lumière les angles morts accumulés dans les dispositifs existants. Ces chiffres ferment une hypothèse et en ouvrent une autre, plus lourde. Si cette opération a atteint un tel niveau de préparation, combien d'autres tentatives ont pu rester invisibles ? À mesure que les détails de l'interception deviennent publics, deux interprétations concurrentes s'installent dans le débat. La première, relayée par certains observateurs extérieurs, avance l'hypothèse d'une amplification politique. Selon cette lecture, l'événement serait réel, mais surexposé, utilisé pour consolider l'autorité du pouvoir en place et mobiliser l'opinion autour d'un récit de menace. Dans ce cadre, la saisie relèverait d'un épisode grave, mais essentiellement interne, sans portée géopolitique structurante. Le raisonnement repose sur une idée classique. Un État fragilisé peut être tenté de grossir un danger pour renforcer la cohésion nationale et réduire les contestations. La seconde thèse soutient l'inverse. Elle considère l'interception comme la manifestation visible d'une ingérence extérieure coordonnée. Les partisans de cette lecture mettent en avant la synchronisation des convois, la diversité des provenances des armes et la complexité des circuits de financiers. Pour eux, ces éléments dépassent largement les capacités d'un réseau local. Ils décrivent une opération pensée sur plusieurs mois visant à modifier les rapports de force internes et régionaux et non à produire un simple effet médiatique. Pour départager ces deux positions, l'examen des faits disponibles s'impose. La thèse de l'amplification suppose une disproportion entre la communication politique et la réalité matérielle. Or, les volumes saisis, la nature des armements et leur état opérationnel sont documentés par des inventaires techniques difficiles à concilier avec une mise en scène symbolique. A l'inverse, la thèse de l'ingérence trouve une cohérence dans l'alignement des indices, provenance multiple des armes, numéros de série traçables, flux financiers transnationaux et homogénéité des consignes données aux chauffeurs. Un autre point pèse dans l'analyse. La présence de systèmes anti-aériens n'apporte aucun avantage dans une stratégie de communication interne, mais correspond précisément à une logique de déstabilisation militaire ciblée. Ce décalage affaiblit l'hypothèse d'une exagération opportuniste. Dans ce contexte, la position d'Ibrahim Traoré s'inscrit moins dans une narration
que dans une réponse contrainte par les éléments observables. Au terme de cette confrontation, une conclusion provisoire s'impose. Seule la lecture d'une opération structurée, dépassant le cadre national, permet d'expliquer l'ensemble des faits sans contradiction majeure. À mi-parcours de l'enquête, une découverte fait basculer l'interprétation générale. Lors de l'analyse des supports numériques saisis auprès d'un suspect, les enquêteurs identifient un document structuré, intitulé « Démocratie restaurée ». À première vue, il ressemble à une note secondaire. En réalité, il décrit un plan politique complet, articulé autour d'une prise de pouvoir rapide après une phase de déstabilisation armée. Des noms de responsables pressentis, des décrets de prêts à être appliqués et des scénarios de transition administrative y figurent. Ce document agit comme une clé de lecture rétroactive. Il relie la logistique militaire à une finalité politique précise. Les armes n'étaient pas destinées à une dispersion progressive, mais à soutenir une séquence coordonnée combinant pression sécuritaire et bascule institutionnelle. Les échanges électroniques associés montrent une préparation étalée sur plusieurs mois, impliquant des relais hors du territoire burkinabé. À ce stade, la nature de la menace change de registre. L'État ne fait plus face à une accumulation de risques, mais à un projet structuré. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu devient double. Contenir l'impact sécuritaire immédiat et gérer les implications diplomatiques d'un complot aux ramifications extérieures. La saisie des camions apparaît alors comme le premier acte visible d'une opération beaucoup plus large, stoppée avant son point de non-retour. Ce révélateur central redistribue les cartes et prépare la question suivante. Quelles conséquences concrètes cette tentative avortée entraîne-t-elle au-delà de l'enquête elle-même ? Les répercussions de l'interception se déploient rapidement sur plusieurs cercles, chacun révélant une facette différente de l'impact réel de l'opération. Le premier concerne l'État et ses institutions. Sur le plan sécuritaire, les forces armées renforcent immédiatement la surveillance des frontières et révisent les procédures de contrôle. Des audits internes sont lancés pour identifier les failles révélées par l'affaire. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, un mécanisme inédit de publication régulière des saisies est mis en place afin de restaurer la confiance et d'introduire une traçabilité visible des efforts sécuritaires. Cette transparence vise à transformer un choc en levier institutionnel. Le deuxième groupe touché est celui des acteurs économiques. L'arrestation de ressortissants étrangers impliqués dans le réseau provoque des réactions contrastées parmi les partenaires internationaux. Certains évoquent des risques de sanctions ou de ralentissement des échanges. Pourtant, un mouvement inverse s'observe. Des partenaires alternatifs intensifient leur coopération, percevant la stabilisation sécuritaire comme un prérequis à l'investissement. En quelques mois, les exportations minières enregistrent une progression notable, signe que le réalignement géoéconomique peut compenser les tensions diplomatiques initiales. Le troisième cercle est celui de la population. Pour les citoyens, les images des arsenaux saisis et les aveux publics de certains suspects produisent un effet ambivalent. La peur d'une catastrophe évitée se mêle à un sentiment de fierté collective. Dans les grandes villes, des rassemblements spontanés expriment un soutien aux autorités. Sur les réseaux sociaux africains, des mots-clés liés à la vigilance et à la souveraineté deviennent viraux, traduisant une appropriation populaire de l'événement. L'affaire cesse d'être abstraite, elle devient une expérience partagée. Enfin, le quatrième groupe est régional. Les pays voisins, en particulier ceux du Sahel, perçoivent l'opération comme un signal d'alerte. Des audits similaires sont engagés au Mali et au Niger et des mécanismes de partage de renseignements sont renforcés. Même les organisations régionales, souvent divisées, reconnaissent que l'interception a probablement évité une déstabilisation en chaîne. L'effet dépasse donc les frontières burkinabées. Ces 4 niveaux montrent une même dynamique. Un événement ponctuel produit des conséquences systémiques. Ce qui a été arrêté sur une route frontalière modifie durablement les équilibres institutionnels, économiques, sociaux et régionaux. La question n'est plus seulement ce qui a été saisi, mais ce que cette saisie a rendu possible en termes de réajustement collectif. À partir des éléments établis par l'enquête, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir. La première correspond à un scénario de stabilisation progressive. Dans cette hypothèse, les procédures judiciaires suivaient leur cours,
les responsables identifiés sont poursuivis et les mécanismes de contrôle renforcés deviennent opérationnels. Les tensions diplomatiques persistent mais restent contenues. Le Burkina Faso consolide ses dispositifs sans rupture brutale avec ses partenaires, tout en améliorant la détection précoce des menaces. Cette trajectoire privilégie l'ajustement incrémental, moins spectaculaire mais plus prévisible. Le deuxième scénario est plus favorable et repose sur un effet d'entraînement régional. L'opération avortée devient un cas de référence, incitant les pays voisins à renforcer leur coordination sécuritaire. Le partage d'informations s'intensifie, les contrôles transfrontaliers gagnent en cohérence et des initiatives communes émergent. Dans ce cadre, l'action conduite sous l'autorité d'Ibrahim Traoré est perçue comme un signal de souveraineté assumée. Cette dynamique pourrait attirer des investissements orientés vers des projets régionaux à condition que la stabilité se maintienne et que la coopération reste fonctionnelle. Le troisième scénario est plus tendu. Il envisage une réponse indirecte des acteurs mis en difficulté par l'échec de l'opération. Pressions économiques, campagnes de désinformation ou restrictions ciblées pourraient apparaître. Ce contexte accroît les risques d'inflation, de ralentissement des importations stratégiques et de crispation sociale. Toutefois, la mobilisation observée après l'interception pourrait jouer un rôle amortisseur, limitant les effets les plus déstabilisants à court terme. Face à ces trois trajectoires, une ligne directrice se dégage. L'enjeu central n'est pas de prédire l'avenir, mais de renforcer la capacité d'anticipation. L'affaire a montré que la vulnérabilité ne provient pas uniquement de la puissance des réseaux adverses, mais de la lenteur à interpréter les signaux faibles. En investissant dans cette capacité, l'État peut transformer une crise évitée en socle stratégique durable. Au-delà des institutions et des scénarios, cette affaire touche des groupes dont l'expérience éclaire sa portée concrète. Le premier cercle est celui des acteurs de première ligne. Pour les soldats, les chauffeurs de nuit, les enseignants ou les commerçants, l'interception n'est pas une abstraction stratégique. Elle représente ce qui aurait pu basculer en une seule nuit. La visualisation des arsenaux saisis transforme un risque diffus en réalité tangible. Elle renforce l'idée que la sécurité quotidienne dépend autant de décisions centrales que de la vigilance locale. Le deuxième cercle concerne la diaspora. Exposée à des récits internationaux souvent fragmentés, beaucoup y voient une réaffirmation de l'image du pays. Les échanges dans les associations et les universités soulignent un point commun. La souveraineté n'est pas seulement une posture politique, mais une capacité à documenter les faits et à les rendre lisibles. Dans cette lecture, la gestion de la crise par Ibrahim Traoré agit comme un repère symbolique, indépendamment des clivages d'opinion. Le troisième cercle regroupe celles et ceux qui analysent l'événement sur le temps long. Journalistes, chercheurs et jeunes diplômés s'en saisissent comme d'un cas d'école. Ils y observent les mécanismes de désinformation, les logiques de réseaux transnationaux et les conditions qui permettent de les interrompre. Cette appropriation intellectuelle élargit l'impact de l'affaire au-delà de l'actualité immédiate. Pour le spectateur, ces trois regards convergent vers une même idée. La sécurité ne se résume pas à des dispositifs techniques. Elle repose aussi sur l'attention portée aux signaux faibles, sur la circulation de l'information et sur la capacité collective à interpréter ce qui se joue avant qu'il ne soit trop tard. L'événement devient ainsi un miroir, invitant chacun à situer son propre rôle dans un système plus vaste. À la suite de l'interception, une série de mesures structurées est engagée pour transformer l'épreuve en capacité durable. La première étape concerne le renseignement. Les postes frontaliers sont rééquipés avec des outils de détection améliorés et les chaînes d'alerte sont raccourcies afin que les signaux faibles soient traités sans délai. L'objectif n'est pas la surveillance exhaustive, mais la réduction du temps entre l'anomalie observée et la décision opérationnelle. La deuxième étape porte sur les capacités militaires. Une partie des ressources issues de la destruction contrôlée des armes saisies est réaffectée à l'équipement des unités frontalières et à la formation locale. Cette logique vise à convertir une menace neutralisée en investissement défensif mesurable. Les indicateurs retenus privilégient l'opérationnalité, disponibilité du matériel, fréquence des patrouilles et couverture effective des zones sensibles. La troisième étape est judiciaire. Un pôle spécialisé dans les crimes transnationaux est créé pour centraliser les enquêtes complexes et accélérer l'instruction des dossiers.
Placée sous une autorité clairement identifiée, cette structure doit réduire la dispersion des compétences et améliorer la lisibilité des procédures, tant pour les partenaires que pour l'opinion publique. La quatrième étape s'inscrit dans la coopération régionale. Des mécanismes de partage d'informations sont renforcés avec les pays voisins afin de limiter les effets de déplacement des réseaux. Cette coordination vise moins l'affichage politique que l'efficacité opérationnelle, en s'appuyant sur des échanges réguliers et ciblés. Enfin, une dimension civique complète l'ensemble. L'événement est intégré aux programmes éducatifs comme étude de cas, afin de diffuser une culture de vigilance. Pour Ibrahim Traoré, cette feuille de route répond à une logique simple. Sécuriser, juger, coopérer et transmettre. Reste une question ouverte. Ces mesures suffiront-elles à prévenir la prochaine tentative avant qu'elle ne prenne forme ? Lorsque les armes saisies sont fondues, l'image qui demeure n'est pas celle d'un arsenal, mais celle d'une transformation. Le métal incandescent, issu de fusils et de roquettes, devient matière utile, détaché de sa fonction première. Au centre de cette scène, le capitaine Moussa Kaboré tient un fragment refroidi, symbole d'un danger neutralisé et d'une vigilance récompensée. Ce rappel renvoie au point de départ, une anomalie perçue, une décision prise à temps, une chaîne d'action qui a tenu. Ce moment agit comme un miroir pour l'ensemble du pays. Il condense ce que l'enquête a révélé sur la fragilité et la résilience. La menace était réelle, préparée, structurée. La réponse, elle, a reposé sur une combinaison de savoir du terrain, de coordination institutionnelle et de choix politiques assumés. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un acteur solitaire que comme le point de convergence d'un système mis à l'épreuve. Le rappel émotionnel ne vise pas à clore le récit par une certitude, mais par une vigilance renouvelée. Ce qui a été évité une nuit d'août peut se reproduire sous d'autres formes. La leçon n'est donc pas celle d'une victoire définitive, mais d'une attention collective à maintenir. C'est dans cette attention que se loge la continuité entre l'événement et l'avenir. L'histoire du 16 août ne se termine ni avec les chiffres, ni avec les rapports officiels. Elle se prolonge dans les gestes ordinaires, dans la manière dont une société parle de ce qu'elle a frôlé et de ce qu'elle veut éviter à l'avenir. Ce type d'événement rappelle que la souveraineté n'est pas une abstraction réservée aux institutions. Elle se construit aussi par la circulation de l'information, par la discussion publique et par la capacité à distinguer les faits des récits simplifiés. Pour chacun, l'enjeu n'est pas de devenir expert en sécurité, mais de rester attentif. Partager une information vérifiée, questionner une source, comprendre les mécanismes plutôt que céder à l'émotion immédiate. Ces gestes façonnent un espace collectif plus résilient. Dans ce cadre, l'action d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement un épisode politique, mais un point de départ pour une conversation plus large sur la vigilance et la responsabilité. La question reste ouverte, et elle vous concerne directement. Que retenez-vous de cette affaire ? Comment, à votre échelle, pouvez-vous contribuer à une culture de lucidité et d'anticipation plutôt que de réaction ? C'est dans cet échange, plus que dans une conclusion fermée, que ce récit trouve sa continuité.